Qu'est-ce qu'un millionnaire découvrirait en suivant secrètement sa femme de ménage jusqu'à une maison abandonnée? La vérité que ses propres enfants lui révéleraient changerait sa vie pour toujours. La pluie battait avec force les grandes fenêtres du 35e étage du plus haut immeuble de bureaux de la ville. Antoine Lemaire, les mains tremblantes, tenait le rapport financier qui venait de tout changer. Les chiffres ne mentaient pas. Quelqu'un volait dans son entreprise et les soupçons se portaient directement sur le service de nettoyage. « Impossible !» murmura-t-il tandis que ses yeux parcouraient chaque ligne du document. Pendant des années, il avait fait aveuglément confiance à son personnel de nettoyage, surtout à Solange. Cette femme silencieuse qui travaillait toujours tard le soir quand il était encore au bureau. Mais les faits étaient irréfutables. Des fournitures coûteuses manquaient, des produits de nettoyage spécialisés auxquels seul le personnel de nuit avait accès. Le détective privé qu'il avait engagé des semaines auparavant avait enfin livré son rapport préliminaire. Les caméras de sécurité montrèrent des mouvements suspects, des silhouettes transportant des caisses après les heures de travail. Antoine sentit comme si son cœur avait été arraché. Comment était-il possible que la personne en qui il avait le plus confiance, la seule employée qui connaissait les recoins les plus privés de son bureau, puisse le trahir de cette manière? Cette nuit-là, tandis que Solange terminait sa routine de nettoyage, Antoine resta caché dans son bureau, les lumières éteintes. À travers l'entrebâillement de la porte, il observa chaque mouvement de la femme qui avait nettoyé son espace pendant plus de 3 ans. Ses mouvements étaient les mêmes que d'habitude, méticuleux, respectueux, presque révérencieux avec chaque objet qu'elle touchait. Mais alors, quelque chose d'horrible se produisit. Solange se dirigea vers le placard à fournitures avec une clé qu'elle ne devrait absolument pas avoir. Antoine la vit sortir plusieurs produits de nettoyage industriel, des désinfectants spécialisés et d'autres articles coûteux qu'elle rangea soigneusement dans un grand sac. Son cœur se brisa en 1000 morceaux en confirmant ses pires craintes. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il, sentant la trahison lui brûler la poitrine comme de l'acide. Pendant des années, il avait été généreux avec ses employés. Il avait payé des salaires justes. Il avait offert des primes lors d'occasions spéciales. Pourquoi Solange ferait-elle une chose pareille? Pourquoi risquerait-elle tout pour quelques produits de nettoyage? Lorsque Solange eut fini et se dirigea vers l'ascenseur, Antoine prit une décision qui allait tout changer. Il n'appellerait pas la police. Il n'affronterait pas la femme immédiatement. Il avait besoin de comprendre pourquoi. Il avait besoin de savoir ce qui l'avait poussée à devenir une voleuse. Silencieusement, Antoine suivit Solange jusqu'au parking. Depuis sa Mercedes noire, il garda une distance prudente, tandis que le vieux bus urbain s'éloignait dans les rues mouillées de la ville. Son cœur battait avec un mélange de colère et de déception qu'il n'avait jamais ressenti. Cette femme avait violé sa confiance de la manière la plus vile possible. Le bus fit plusieurs arrêts, avant que Solange ne descende dans un quartier qu'Antoine n'avait jamais visité. C'était une zone où les rues n'étaient pas goudronnées, où les maisons semblaient construites avec des morceaux de différents matériaux, où la pauvreté se respirait à chaque coin de rue. Antoine continua de garder ses distances, sa Mercedes détonnant complètement avec l'environnement. Solange marcha pendant 20 minutes de plus, portant ce sac qui contenait les produits volés. Antoine la suivit à pied, restant dans l'ombre, sentant sa colère grandir à chaque pas. Pourquoi avait-elle besoin de tant de désinfectants? Avait-elle une affaire parallèle de vente de produits de nettoyage? L'idée qu'il avait involontairement financé une opération criminelle lui retournait l'estomac. Finalement, Solange s'arrêta devant une construction qui laissa Antoine sans voix. Ce n'était pas une maison, mais une structure abandonnée, avec des murs fissurés, des fenêtres cassées, bouchées par des cartons et un toit qui avait clairement connu des jours meilleurs. L'endroit semblait sur le point de s'effondrer, et pourtant, Solange se dirigea vers la porte principale comme si c'était sa maison. Quel est cet endroit? Se demanda Antoine, sentant la confusion remplacer progressivement sa colère. Cela ne ressemblait pas à la cachette d'une voleuse professionnelle. Cela ressemblait plutôt au refuge de quelqu'un de désespéré. Solange ouvrit la porte et disparut à l'intérieur. Antoine attendit quelques minutes avant de s'approcher avec prudence. Les fenêtres bouchées ne lui permettaient de rien voir, mais il pouvait entendre des voix à l'intérieur, des voix qui le laissèrent complètement paralysé. C'étaient des voix d'enfants. « Maman, tu es là !» entendit-il dire une voix enfantine pleine de joie. Théo a toussé toute la nuit, et Léa a beaucoup de fièvre. Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Des enfants? Solange avait des enfants vivant dans cet endroit. Son esprit commença à traiter lentement une réalité qu'il n'avait pas envisagée. Les produits de nettoyage, les désinfectants spécialisés. Et si elle ne les volait pas pour les vendre? Il s'approcha d'une des fenêtres qui avait un petit trou dans le carton qui la recouvrait. Ce qu'il vit à travers cette petite ouverture
changea tout ce qu'il croyait savoir sur Solange Moreau. À l'intérieur de cette maison abandonnée, éclairée seulement par quelques bougies, il y avait 3 enfants. Un adolescent qui semblait s'occuper de 2 enfants plus jeunes, dont l'un était clairement malade. Solange avait sorti les produits de nettoyage et désinfectait méticuleusement chaque surface, chaque recoin de cette habitation précaire. Ses mouvements étaient les mêmes qu'Antoine avait observés dans son bureau. Soigneux, méthodique, rempli d'un amour qu'il comprenait maintenant complètement. « Mon chéri, viens ici », entendit-il Solange dire au plus jeune enfant. « Nous devons te soigner cette toux. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. » Antoine recula en titubant, sentant les larmes lui monter aux yeux. Toi aussi, qu'est-ce que cela signifiait? Son cœur se brisait en réalisant qu'il avait mal jugé cette femme. Elle ne volait pas par avidité ou méchanceté. Elle volait pour survivre, pour maintenir ses enfants en vie dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Mais alors une voix d'enfant brisée traversa la nuit comme un poignard. « Maman, papa reviendra-t-il un jour? Viendra-t-il nous aider comme il l'a promis avant de partir au ciel ?» Le silence qui suivit fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Antoine comprit à ce moment-là que cette femme ne luttait pas seulement contre la pauvreté, mais aussi contre la perte de quelqu'un de très important. Et pendant qu'il se préoccupait de quelques produits de nettoyage, elle menait une bataille épique pour maintenir sa famille en vie. Antoine resta immobile pendant plusieurs minutes, traitant la réalité dévastatrice qu'il venait de découvrir. Ses jambes tremblaient tandis qu'il s'éloignait silencieusement de la fenêtre, son esprit luttant pour comprendre comment il avait été si aveugle à la souffrance de l'une de ses employées les plus dévouées. Il retourna à sa Mercedes le cœur brisé, mais ne put démarrer le moteur. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvenait pas à insérer la clé. Les paroles de l'enfant résonnaient encore dans sa tête comme un écho douloureux. « Papa reviendra un jour ». L'innocence de cette question, l'espoir désespéré dans cette voix enfantine, l'avait frappé plus fort que n'importe quelle nouvelle d'affaires qu'il avait reçue dans sa vie. Il resta assis là, observant cette maison délabrée où une mère célibataire luttait pour maintenir ses 3 enfants en vie. À travers les fissures des murs, il pouvait voir la faible lumière des bougies bouger, créant des ombres dansantes qui semblaient raconter une histoire de résistance et d'amour inébranlable. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura Antoine, se couvrant le visage de ses mains. Pendant des semaines, il avait prévu de licencier Solange. Il avait envisagé de porter plainte pour vol. Il avait permis à la méfiance d'empoisonner chaque interaction avec elle. Et tout ce temps, elle avait utilisé ses produits pour créer un environnement propre et sûr pour ses enfants malades. Il se souvint alors de toutes les fois où il avait vu Solange travailler très tard, toujours avec un dévouement qu'il avait trouvé admirable, mais qu'il comprenait maintenant complètement. Chaque minute supplémentaire qu'elle passait au bureau signifiait de l'argent supplémentaire pour sa famille, signifiait une occasion de plus de ramener à la maison les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants. Soudain, il entendit des voix provenant de l'intérieur de la maison. Il semblait qu'une sorte de crise se développait. Antoine sortit silencieusement de la voiture et s'approcha à nouveau de la fenêtre, son cœur battant avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Maman, Théo n'arrive pas bien à respirer », entendit-il la voix paniquée d'une petite fille. Il devient tout bleu et fait des bruits étranges quand il essaye de respirer. Antoine vit Solange bouger frénétiquement dans la pièce, portant le plus jeune enfant tout en essayant de le calmer. La scène qui se déroulait devant ses yeux était déchirante. Une mère désespérée, essayant de sauver son enfant, avec des ressources très limitées. « Lucas, apporte le vaporisateur que nous avons fait avec la casserole », ordonna Solange d'une voix tremblante mais ferme. « Léa, aide-moi à tenir ton petit frère pendant que nous le vaporisons. Nous allons nous en sortir, mon amour. Maman ne laissera rien de mal t'arriver. » Antoine observa fasciné comment cette famille improvisait des solutions médicales avec des éléments de base. Lucas, le fils aîné, déplaçait une casserole d'eau chaude près du petit enfant, créant un vaporisateur maison, tandis que sa sœur tenait la petite tête du bébé. La coordination entre eux témoignait d'une routine établie par la nécessité de frères et sœurs qui avaient appris à prendre soin les uns des autres dans des circonstances impossibles. « Pourquoi Théo tombe-t-il si souvent malade, maman ?» demanda Léa, avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. « C'est parce que nous vivons ici ? C'est parce que nous n'avons pas de chauffage comme les maisons de mes camarades d'école ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Antoine vit Solange lutter pour retenir ses larmes, tandis qu'elle continuait d'appliquer la vapeur improvisée sur les voies respiratoires de son plus jeune fils. La question de la petite fille avait touché une vérité dévastatrice que tous les membres de cette famille connaissaient, mais que personne n'osait verbaliser complètement. « Mon amour !» répondit finalement Solange d'une voix brisée.
Parfois, la vie nous met face à des épreuves très difficiles. Mais l'important est que nous nous ayons les uns les autres et que maman fera tout son possible pour que vous alliez bien. Papa veille sur nous du ciel et il veut que nous soyons forts. Antoine sentit les larmes commencer à couler sur ses joues. La force de cette femme, sa capacité à garder espoir dans des circonstances si désespérantes, le touchait d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Toute sa vie, il avait été entouré de luxe, de commodité, de solutions immédiates à tout problème. Il n'avait jamais été confronté à la réalité de devoir choisir entre acheter des médicaments pour un enfant malade ou payer le loyer d'un logement décent. « Maman », dit Lucas avec une maturité qui brisait le cœur, « demain je n'irai pas à l'école. Je resterai pour m'occuper de Théo et Léa pendant que tu travailles. En plus, j'ai entendu dire qu'au marché central, ils ont besoin d'aide pour transporter des caisses. Je peux gagner un peu d'argent supplémentaire ? » « Non, mon chéri, » répondit Solange avec fermeté, bien que sa voix tremblât d'émotion. « Ton éducation est le plus important. C'est le seul moyen pour qu'un jour tu puisses avoir une vie différente de la mienne. Je ne te permettrai pas de sacrifier ton avenir à cause de notre situation actuelle. »« Mais maman, nous avons besoin d'argent » insista Lucas. « Et en plus, si Théo s'aggrave, quelqu'un doit être ici pour l'emmener à l'hôpital public. Tu ne peux pas t'absenter du travail parce que nous avons besoin de ce salaire. » Antoine réalisa qu'il assistait à une conversation qui se répétait constamment dans cette famille, la terrible décision entre la survie immédiate et l'espoir futur. Chaque jour, Solange devait choisir entre s'occuper de ses enfants malades ou conserver le travail qui les maintenait en vie. Et ses enfants, à peine des enfants, assumaient déjà des responsabilités qui reviendraient à des adultes. « Écoutez-moi bien », dit Solange, attirant ses 3 enfants vers elle dans une étreinte collective qu'Antoine put voir clairement à travers la fenêtre. « Je sais que la situation est très difficile en ce moment. Je sais que vous avez froid, que Théo est malade, qu'il n'y a parfois pas assez à manger, mais je vous promets que cela va changer. Maman travaille très dur pour trouver un meilleur endroit où vivre. »« Vraiment, maman ?» demanda Léa avec ses yeux brillants pleins d'espoir enfantin. « Nous aurons une maison avec chauffage, et Théo pourra mieux respirer. »« Oui, mon amour » répondit Solange. Bien qu'Antoine pût détecter l'incertitude derrière cette promesse, « Nous aurons un vrai foyer, avec des chambres pour chacun, avec de l'eau chaude, avec tout ce que vous méritez. » Antoine sentit son cœur se briser en réalisant que Solange faisait des promesses qu'elle ne pourrait probablement pas tenir. Avec son salaire de femme de ménage, même en faisant des heures supplémentaires, il lui serait presque impossible de sortir sa famille de cette situation. Et pourtant, elle continuait à alimenter l'espoir de ses enfants, car c'était la seule chose qui les maintenait unis et désireux de se battre. C'est alors qu'il entendit quelque chose qui changea complètement sa perspective sur toute la situation. « Lucas » dit Solange à voix basse, pensant que les plus jeunes enfants ne pouvaient pas l'entendre. « J'ai besoin que tu saches quelque chose d'important, le travail dans l'entreprise de monsieur le maire. Dernièrement, j'ai dû prendre certaines choses du bureau, des produits de nettoyage, des désinfectants. Je sais que c'est mal, mais avec Théo si malade et sans argent pour acheter des médicaments. »« Maman, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit, » interrompit Lucas, avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Tu fais toujours ce qui est juste. Si tu as pris ces choses, c'est parce que tu n'avais pas d'autre choix. Papa disait toujours que lorsqu'il s'agit de protéger sa famille, un père fait ce qui est nécessaire. » Antoine resta sans souffle. Solange confessait à son fils aîné qu'elle avait pris des produits du bureau, mais la manière dont elle le faisait n'était pas celle d'une criminelle justifiant ses actes, c'était celle d'une mère désespérée, expliquant à son fils pourquoi elle avait dû compromettre ses propres valeurs morales pour les maintenir en vie. « Mais, mon fils, » continua Solange, les larmes aux yeux, « je veux que tu comprennes que ce n'est pas ce que je veux vous enseigner. Dans des circonstances normales, je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Votre papa était un homme honnête, travailleur, et il voulait que vous grandissiez en étant des personnes intègres. Ce que je fais maintenant n'est que temporaire, jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Maman, papa ferait la même chose s'il était là, » répondit Lucas en serrant sa mère dans ses bras. « Il nous a appris que le plus important est de prendre soin de sa famille, et tu fais exactement cela. » Antoine dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La conversation qu'il venait d'entendre l'avait marqué plus profondément que toute expérience précédente dans sa vie. Cette femme avait été torturée par la culpabilité d'avoir pris ces produits. Elle avait enseigné à ses enfants que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais que parfois les circonstances extrêmes obligeaient les gens à prendre des décisions impossibles. Soudain, Théo commença à tousser violemment, un son humide et préoccupant qui fit immédiatement réagir toute la famille.
Antoine vit Solange porter le petit enfant tandis que Lucas et Léa couraient chercher plus d'eau chaude pour le vaporisateur improvisé. « Théo, mon amour, calme-toi », murmura Solange en berçant l'enfant. « Maman est là. Tout va bien se passer. Respire lentement, comme je t'ai appris. » Mais Antoine pouvait voir que la situation empirait. Les lèvres de l'enfant avaient une teinte bleutée qui n'était définitivement pas normale, et sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Il était évident qu'il avait besoin d'une attention médicale professionnelle urgente. « Maman », dit Lucas avec une panique croissante dans la voix. « Je crois qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Il s'aggrave. »« Mon fils, tu sais que nous n'avons pas d'argent pour l'hôpital privé, » répondit Solange avec désespoir. « Et à l'hôpital public, ils mettront des heures à nous prendre en charge. En plus, ils vont nous poser beaucoup de questions sur l'endroit où nous vivons, sur notre situation. » Antoine réalisa que Solange avait peur de chercher de l'aide médicale, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'elle craignait que les autorités ne se rendent compte des conditions dans lesquelles elle élevait ses enfants. La peur qu'on lui enlève ses enfants pour négligence ou pour vivre dans des conditions inadéquates la paralysait juste au moment où elle avait le plus besoin d'agir. « Maman, je me fiche de ce qu'ils disent », insista Lucas. « Si Théo souffre parce que nous ne l'avons pas emmené à l'hôpital, je ne me le pardonnerai jamais, et toi non plus. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Antoine. Un enfant de 12 ans était confronté à la possibilité réelle de perdre son jeune frère par manque de ressources médicales. Il voyait comment une famille se déchirait entre l'amour, la peur et le désespoir. Solange prit finalement une décision qui démontra la véritable ampleur de son amour maternel. « Tu as raison, mon fils », dit-elle avec détermination, enveloppant Théo dans une couverture usée. « Allons à l'hôpital public. Je me fiche de ce que nous aurons à affronter après. L'important maintenant est de sauver ton petit frère. » Antoine les vit quitter la maison abandonnée à l'aube. Une procession silencieuse de figures enveloppées dans des couvertures effilochées, marchant sous la pluie vers un arrêt de bus lointain. Solange portait Théo tandis que Lucas tenait la main de Léa. Et tous se déplaçaient avec cette urgence désespérée de ceux qui savent que chaque minute compte. Ce fut à ce moment qu'Antoine Lemaire prit la décision la plus importante de sa vie. Il ne pouvait pas rester là, debout, observant en spectateur passif cette famille lutter pour survivre. Il ne pouvait pas retourner à son manoir chaud et confortable, sachant qu'à quelques kilomètres de distance, 3 enfants innocents payaient le prix de circonstances qui échappaient complètement à leur contrôle. Il courut vers sa Mercedes et démarra le moteur. Il devait faire quelque chose, il devait aider. Mais tandis qu'il conduisait derrière le bus qui emmenait la famille de Solange à l'hôpital, une question le tourmentait. Comment avait-il vécu 45 ans sans se rendre compte que ce genre de souffrance existait si près de lui? Et plus important encore, quel genre d'homme était-il devenu s'il avait été capable de juger une mère désespérée sans chercher d'abord à comprendre son histoire? L'hôpital public Saint-Louis semblait un labyrinthe de désespoir saoulé. Lumière fluorescente qui clignotait par intermittence. Antoine arriva quelques minutes seulement après la famille de Solange, garant sa Mercedes dans une zone où elle détonnait définitivement parmi les véhicules délabrés et les ambulances qui allaient et venaient constamment. Depuis l'entrée principale, il put voir Solange courir vers le comptoir des urgences avec Théo dans les bras, tandis que Lucas et Léa la suivaient de près. Le petit enfant s'était aggravé pendant le trajet en bus. Sa respiration était devenue si laborieuse que même de loin, Antoine pouvait voir comment il luttait pour chaque bouffée d'air. « S'il vous plaît, mon fils n'arrive pas à respirer », entendit-il Solange crier à l'infirmière de garde, une femme d'âge moyen qui semblait avoir vu trop de souffrance pour être surprise par quoi que ce soit. « Ça s'aggrave toute la nuit, et maintenant, il devient bleu. S'il vous plaît, vous devez l'aider. » L'infirmière, dont la plaque l'identifiait comme Marie Leclerc, regarda l'enfant avec une expression professionnelle mais compréhensive. Cependant, ses paroles suivantes furent comme des poignards pour le cœur de quiconque les entendait. « Madame, je vois que votre fils a effectivement besoin d'une attention immédiate, » dit Marie en vérifiant rapidement les signes vitaux de Théo. « Mais j'ai besoin que vous remplissiez ces formulaires d'abord. Informations personnelles, adresse, assurance maladie, mode de paiement, formulaire, » interrompit Solange avec un désespoir évident dans la voix. « Mon fils est mal. Et vous me demandez des formulaires? S'il vous plaît, occupez-vous de lui d'abord, et après nous remplirons tous les papiers que vous voulez. Je comprends votre inquiétude, madame, mais ce sont des procédures obligatoires, » répondit l'infirmière avec cette froideur institutionnelle qui caractérise les systèmes de santé surchargés. « Sans la documentation complète, nous ne pouvons pas traiter son admission au système. » Antoine observait la scène à une distance prudente,
sentant l'indignation monter en lui. Il assistait à la façon dont la bureaucratie pouvait se transformer en tragédie pour ceux qui n'avaient pas de ressources. Pendant que Théo luttait pour respirer, le système exigeait de sa mère qu'elle priorise la paperasse sur la vie de son fils. « Maman, donne-lui les papiers qu'elle veut », murmura Lucas, essayant d'être le grand frère responsable que les circonstances l'avaient obligé à devenir. « Je peux m'occuper de Léa pendant que tu remplis tout ça. » Mais lorsque Solange commença à remplir les formulaires, la cruelle réalité de sa situation devint évidente. Dans la case adresse, elle resta paralysée. Que pouvait-elle écrire? Maison abandonnée sans numéro dans le quartier défavorisé? Cela ne soulèverait-il pas des soupçons quant à sa capacité à s'occuper de ses enfants? « Madame, j'ai besoin d'une adresse valide », insista l'infirmière Marie, notant l'hésitation de Solange. « C'est une information requise pour le dossier médical. »« C'est que nous sommes en train de déménager », mentit Solange, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait le stylo. « Nous restons temporairement chez des proches. »« Et l'adresse des proches alors ?» interrompit Marie avec une impatience croissante. Il y avait une file de personnes attendant derrière Solange, et il était évident que la pression du travail affectait sa patience. Antoine vit Solange s'effondrer lentement. C'était une femme fière qui avait travaillé toute sa vie, qui avait gardé sa dignité même dans les circonstances les plus difficiles. Mais maintenant, avec son fils dans un état critique dans ses bras, elle était forcée de mentir et de s'humilier devant un système qui semblait conçu pour expulser les plus vulnérables. C'est alors que Théo commença à avoir une crise soudaine. « Mon bébé, il se passe quelque chose avec mon bébé !» cria Solange, alors que le petit enfant Théo s'aggravait brusquement et que la salle entière se paralysait. Les convulsions étaient terrifiantes à regarder. Le petit corps de Théo se contractait violemment, tandis que ses petits yeux devenaient complètement blancs. L'infirmière Marie réagit finalement avec l'urgence que la situation méritait depuis le début. Code bleu aux urgences. « J'ai besoin d'un médecin ici immédiatement », cria-t-elle en prenant Théo des bras de Solange et en courant vers les salles de traitement. « Ne me prenez pas mon fils », sanglota Solange en essayant de suivre l'infirmière. « S'il vous plaît, laissez-moi être avec lui. C'est juste un bébé, il a peur. »« Madame, vous devez rester ici pendant que nous stabilisons l'enfant », lui dit un agent de sécurité, en lui bloquant le passage avec cette autorité impersonnelle qui caractérise ceux qui appliquent les règlements sans considérer la douleur humaine qu'ils causent. Les proches ne peuvent pas entrer dans la zone de traitement pendant les urgences médicales. Antoine assista à l'effondrement émotionnel de Solange. Cette femme forte, qui avait affronté la pauvreté, le veuvage et la responsabilité d'élever seuls 3 enfants, finit par craquer. Elle s'effondra sur l'une des chaises en plastique de la salle d'attente, pleurant avec une intensité qui déchirait l'âme de quiconque l'entendait. « Maman, ne pleure pas », lui dit Léa, avec cette sagesse innocente des enfants qui ont vu trop de souffrance. Théo est très fort. Souviens-toi que papa disait toujours que notre famille a du sang de guerrier. Théo va aller bien parce qu'il a ta force. Les paroles de la petite fille de 8 ans révélèrent quelque chose de fondamental sur cette famille. Ils avaient perdu leur patriarche, mais son héritage de force continuait à vivre en chacun de ses membres. Le père de ses enfants avait clairement été une figure importante qui leur avait enseigné des valeurs de résistance et d'unité familiale. « Comment est mort papa, maman ?» demanda Lucas d'une voix brisée, profitant de ce moment vulnérable pour poser une question qu'il avait évidemment réprimée depuis longtemps. « Tu ne nous as jamais raconté exactement ce qui s'est passé. » Antoine s'approcha un peu plus, sans être détecté, car il pressentait qu'il était sur le point d'entendre une vérité fondamentale pour comprendre la situation de cette famille. Solange respira profondément avant de répondre, essuyant ses larmes du revers de la main. « Votre papa était soudeur dans le bâtiment », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Il travaillait sur de très hauts immeubles, fabriquant ces structures métalliques qui tiennent tout. Un jour, l'entreprise pour laquelle il travaillait décida d'économiser de l'argent sur les mesures de sécurité. Il n'y avait pas assez de harnais. Les plateformes étaient en mauvais état. « Il est tombé ?» demanda Léa avec cette brutalité directe que seuls les enfants peuvent exprimer. « Oui, mon amour », confirma Solange, serrant ses 2 enfants aînés dans ses bras. « Il est tombé du 18e étage parce que l'entreprise n'a pas voulu investir dans un équipement de sécurité adéquat. Et quand nous avons essayé qu'ils nous aident, quand nous avons demandé une compensation pour pouvoir continuer, ils nous ont dit que c'était de sa faute s'ils n'avaient pas été prudents. » Antoine sentit son sang se glacer. Cette famille n'avait pas seulement perdu son principal pourvoyeur, mais elle avait été victime de la négligence d'une entreprise. Une entreprise avait privilégié les profits sur la vie humaine, et lorsque les conséquences de cette décision s'étaient avérées fatales, elle avait blâmé la victime. « C'est pour ça que nous n'avons pas pu rester dans notre ancienne maison.
demanda Lucas, faisant le lien avec cette intelligence précoce que développent les enfants qui grandissent dans l'adversité. Exactement, mon fils, répondit Solange. Sans le salaire de papa, nous n'avons pas pu payer le loyer. Le propriétaire nous a mis dehors après 2 mois de retard. Nous avons tout perdu, les meubles, les photos de famille, même les jouets que papa vous avait achetés pour Noël. L'image qui se formait dans l'esprit d'Antoine était dévastatrice. Cette famille avait eu une vie normale, une maison, une stabilité. Tout s'était effondré à cause de la cupidité d'entreprise et du manque de responsabilité sociale. Solange était passée d'épouse d'un travailleur respecté à mère célibataire, luttant pour maintenir ses enfants en vie dans une maison abandonnée. « Mais maman, » dit Léa avec cette espérance inébranlable de l'enfance, « tu dis toujours que papa veille sur nous du ciel. Tu crois qu'il aide Théo en ce moment ?»« Bien sûr, mon amour, » répondit Solange, puisant sa force dans la foi qui avait maintenu sa famille unie. Papa ne nous abandonnerait jamais. Il est en train de parler aux médecins en ce moment, leur disant exactement comment soigner Théo. C'est à ce moment-là que le médecin apparut, un homme jeune qui semblait épuisé, mais qui maintenait cette sérénité professionnelle nécessaire pour annoncer des nouvelles médicales. Antoine s'approcha suffisamment pour entendre tout ce qu'il avait à dire. « Famille Moreau ?» demanda le médecin en consultant son dossier. « Oui, c'est moi la mère », répondit Solange, se levant immédiatement. « Comment va mon fils ?»« Il va bien. Votre fils Théo a une infection respiratoire sévère, compliquée par la malnutrition et une exposition prolongée à des conditions environnementales défavorables, expliqua le médecin avec cette terminologie médicale qui sonnait effrayante pour des oreilles non professionnelles. Les convulsions ont été causées par le manque d'oxygène dû à l'obstruction de ses voies respiratoires. « Qu'est-ce que cela signifie en termes simples, docteur ?» demanda Lucas, reprenant à nouveau ce rôle d'adulte qui ne lui revenait pas à ses 12 ans. « Cela signifie que votre petit frère est très malade parce qu'il a respiré de l'air contaminé et n'a pas reçu une alimentation adéquate pour maintenir son système immunitaire fort, » expliqua le médecin, faisant preuve d'une empathie qui contrastait avec la froideur bureaucratique des autres. Employé de l'hôpital. Il a besoin d'une hospitalisation immédiate, d'un traitement antibiotique intraveineux et de soins intensifs pendant au moins 1 semaine. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Antoine vit Solange traiter lentement les implications de ces mots. L'hospitalisation signifiait des dépenses qu'elle ne pourrait jamais couvrir. Un traitement intensif signifiait qu'elle devrait s'absenter du travail, perdant le seul revenu qui maintenait sa famille en vie. « Docteur, » dit Solange d'une voix tremblante, « combien tout cela va-t-il coûter ?»« Madame, en ce moment, l'important est de sauver la vie de votre fils, » répondit le médecin, évitant habilement la question financière. Les aspects économiques pourront être discutés plus tard avec le service de facturation. Mais Solange avait vécu suffisamment de pauvreté pour comprendre que discuter plus tard signifiait accumuler une dette impossible à payer. Cela signifiait que pendant des années, elle paierait des factures médicales, qui la maintiendraient dans la misère absolue. « Y a-t-il une alternative moins coûteuse ?» demanda-t-elle avec le désespoir d'une mère qui se noyait dans une mer d'impossibilité. « Quelque chose que je puisse faire à la maison. Je sais m'occuper des enfants malades. Je le fais depuis des mois. »« Madame Moreau, » dit le médecin avec fermeté, mais avec compréhension. « Votre fils a besoin d'équipements médicaux que nous n'avons qu'ici à l'hôpital. Si vous essayez de le traiter à la maison, il y a une très forte probabilité qu'il ne survive pas. Êtes-vous prête à prendre ce risque ?» La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine émotionnelle. Antoine observa Solange lutter intérieurement entre l'amour inconditionnel pour son fils et la réalité écrasante de sa situation économique. C'était la décision la plus cruelle qu'une mère puisse affronter. S'endetter à vie pour sauver son fils, ou risquer de le perdre par manque de ressources. C'est alors qu'Antoine Lemaire prit la décision qui allait changer non seulement la vie de la famille Moreau, mais aussi sa propre existence. Il sortit des ombres où il avait observé et s'approcha directement du groupe. « Excusez-moi, docteur, » dit-il avec cette autorité naturelle que confèrent l'argent et le pouvoir. « Je suis Antoine Lemaire et je prendrai en charge tous les frais médicaux de Théo Moreau. Je veux qu'il reçoive le meilleur traitement disponible, quel qu'en soit le coût. » Solange se tourna vers lui avec une expression de choc absolu. Ses yeux se remplirent simultanément de confusion, d'espoir et de terreur. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son patron, l'homme à qui elle volait des produits de nettoyage, se tenait dans la salle d'urgence d'un hôpital public, offrant de payer le traitement de son fils. « Monsieur le maire, » balbutia Solange. « Quoi? Comment? Pourquoi êtes-vous ici ?» Antoine la regarda droit dans les yeux et dans ce regard,
Il y avait un mélange de honte, d'admiration et de détermination que Solange n'avait jamais vu auparavant. « Solange, dit-il d'une voix émue, je suis venu te demander pardon. » Le silence dans la salle d'urgence devint si dense qu'il semblait que même les machines médicales avaient cessé de faire du bruit. Solange regarda Antoine avec une expression qui combinait choc, confusion et terreur pure. Ses enfants s'étaient instinctivement réfugiés derrière elle, ne comprenant pas pourquoi leur patron était apparu de nulle part au moment le plus vulnérable de leur vie. « Pardon », répéta Solange d'une voix à peine audible, comme si les mots s'étaient coincés dans sa gorge. « Monsieur le maire, je ne comprends pas ce qui se passe. Comment saviez-vous que nous étions ici? Pourquoi voulez-vous aider Théo ?» Antoine inspira profondément, sachant que les mots suivants définiraient non seulement l'avenir de cette famille, mais aussi le genre d'homme qu'il deviendrait à partir de ce moment. « Solange, je dois t'avouer quelque chose de terrible, » commença-t-il, sa voix tremblante d'une émotion authentique. « Pendant des semaines, je t'ai fait enquêter. Je croyais que tu me volais des produits de nettoyage au bureau. J'ai engagé un détective privé. J'ai examiné les caméras de sécurité. Je t'ai espionné comme si tu étais une criminelle. » Les yeux de Solange se remplirent de larmes en comprenant l'ampleur de la situation. Son pire cauchemar était en train de se réaliser. Elle avait été découverte. Mais ce qui la dévastait le plus, ce n'était pas la peur des conséquences, mais la honte que ses enfants entendent que leur mère avait été cataloguée comme une voleuse. « Maman n'est pas une voleuse », déclara Lucas, avec cette férocité protectrice que développent les enfants lorsqu'ils voient leurs parents attaqués. « Ma maman est la meilleure personne du monde. Si elle a pris ces choses, c'est parce que nous en avions besoin pour ne pas tomber plus malade. »« Je sais, mon fils, » répondit Antoine, s'adressant directement à Lucas avec un respect qui surprit tous les présents. « Et tu as raison, ta maman n'est pas une voleuse. J'ai été un idiot qui ne comprenait rien. Va-t-il nous mettre en prison ?» demanda Léa avec cette innocence déchirante des enfants qui ont appris trop tôt que le monde peut être cruel avec les vulnérables. « Non, mon amour, » répondit Antoine, s'agenouillant pour être à la hauteur de la petite fille. « Personne n'ira en prison, et personne ne fera plus jamais de mal à ta famille. » Le médecin, qui avait écouté toute cette conversation, se racla discrètement la gorge. « Excusez-moi, mais je dois savoir si vous allez autoriser le traitement immédiat pour Théo. L'enfant doit être transféré aux soins intensifs immédiatement. »« Autorisez tout, » ordonna Antoine sans hésiter. « Le meilleur traitement disponible, la meilleure chambre, les meilleurs spécialistes. L'argent n'est pas un problème. »« Monsieur le maire, » interrompit Solange, retrouvant sa voix malgré la situation accablante. « Je ne peux pas vous permettre de faire cela. Je n'ai pas les moyens de vous rembourser. Avec mon salaire de femme de ménage, il me faudrait toute une vie pour rembourser cet argent. »« Solange, » dit Antoine, se levant et la regardant droit dans les yeux. « Après ce que j'ai découvert cette nuit, après avoir vu comment tu vis, après avoir compris pourquoi tu prenais ces produits, c'est moi qui devrais payer. Je devrais payer pour avoir été si aveugle, si insensible, si complètement inconscient de la souffrance qui se déroulait sous mon propre nez. Que voulez-vous dire par après ce que vous avez découverte ?» demanda Solange, bien qu'une partie d'elle craigne la réponse. Antoine baissa les yeux, honteux de devoir admettre à quel point il avait violé l'intimité de son employé. « Je t'ai suivi jusqu'à chez toi. J'ai vu où tu vis. J'ai vu comment tu t'occupes de tes enfants. J'ai vu comment tu utilises ces produits que je pensais que tu volais. » L'expression de Solange passa de la confusion à l'horreur absolue. L'idée que son patron ait vu les conditions déplorables dans lesquelles elle élevait ses enfants, qu'il ait été témoin de sa plus grande honte, la remplit d'une humiliation si profonde qu'elle se sentit physiquement malade. « Vous avez vu la maison abandonnée, » murmura-t-elle, couvrant son visage de ses mains. « Vous avez vu comment nous vivons. Vous avez vu que je n'ai pas d'eau chaude, pas de chauffage, que mes enfants dorment sur des matelas à même le sol. J'ai vu une mère extraordinaire faire l'impossible pour maintenir ses enfants en vie, » l'interrompit Antoine, d'une voix ferme et émue. « J'ai vu une femme qui prend des produits de nettoyage non pas pour les vendre, mais pour désinfecter une maison où personne ne devrait vivre, mais qu'elle transforme en un foyer sûr pour ses bébés. »« Ce n'est pas vrai !» explosa Solange, la honte se transformant en désespoir. « Je suis une mère terrible. Mes enfants vivent comme des animaux à cause de moi. Théo est ici parce que je n'ai pas pu lui donner un foyer décent où respirer un air pur. »« Ne dis pas ça !» cria Lucas en serrant sa mère avec une intensité qui surprit tout le monde. « Tu es la meilleure maman du monde. Papa disait toujours que tu étais plus forte que 100 hommes réunis. »« Lucas a raison », ajouta Léa, rejoignant l'étreinte familiale. « Maman, tu nous donnes de l'amour tous les jours. Tu nous fais nous sentir en sécurité. Tu nous apprends à être bons. C'est plus important qu'une jolie maison. »
Antoine observa cette scène d'amour inconditionnel et réalisa qu'il assistait à quelque chose qu'il, malgré toute sa richesse, n'avait jamais expérimenté. Ses enfants n'aimaient pas leur mère malgré la pauvreté. Ils l'aimaient précisément parce qu'elle avait tout sacrifié, même sa dignité, pour les protéger. « Solange, dit Antoine, avec une émotion qu'il n'avait jamais permis aux autres de voir. Sais-tu quel a été le moment qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai vu hier soir ?» Solange leva les yeux, incapable d'imaginer quel aspect de sa misère avait été le plus mémorable pour son patron. « C'est quand j'ai entendu Théo demander si papa allait revenir du ciel, » continua Antoine, sa voix légèrement brisée. « Et après, quand je t'ai vu confesser à Lucas que tu avais pris ces choses du bureau, j'ai vu une femme torturée par la culpabilité, enseignant à ses enfants que ce qu'elle faisait était mal, mais que parfois les circonstances extrêmes nous obligent à compromettre nos valeurs. Parce que c'est mal, murmura Solange. Voler est mal, quelle qu'en soit la raison. Tu ne volais pas, s'exclama Antoine avec une passion qui surprit même le médecin, qui avait écouté toute la conversation avec une fascination croissante. Tu prenais du désinfectant pour nettoyer la maison de tes enfants malades? Tu utilisais des produits de nettoyage pour créer l'environnement le plus hygiénique possible dans des conditions impossibles. Mais il ne m'appartenait pas, insista Solange, attachée à cette intégrité morale qui avait été son guide tout au long de la crise. Tu as raison, admit Antoine. Il ne t'appartenait pas, mais tu sais quoi, il m'appartenait à moi. Et si j'avais été un meilleur patron, un meilleur être humain, j'aurais vu qu'une de mes employées les plus dévouées luttait pour survivre. J'aurais remarqué que tu arrivais tôt et partais tard, non par ambition, mais par désespoir économique. Le médecin intervint finalement avec une urgence renouvelée. Excusez-moi, mais nous devons vraiment transférer Théo immédiatement. Ses niveaux d'oxygène baissent à nouveau. Allez-y, docteur, ordonna Antoine. Faites tout le nécessaire. Je veux des rapports médicaux toutes les heures. Tandis qu'une civière emportait Théo vers les soins intensifs, Solange s'effondra sur une chaise, accablée par l'intensité émotionnelle de la situation. Ses deux enfants aînés se blottirent à ses côtés, formant cette unité familiale inébranlable qui avait été leur force pendant les mois les plus difficiles. « Monsieur le maire, » dit Solange après plusieurs minutes de silence, « il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose sur la raison pour laquelle nous avons fini par vivre dans cette maison abandonnée. » Antoine s'assit en face d'elle, se préparant à entendre plus de détails d'une histoire qui l'avait déjà profondément marqué. « Mon mari, le père de mes enfants, s'appelait Pierre, » commença Solange, sa voix prenant cette qualité nostalgique que les gens ont lorsqu'ils parlent d'être chers disparus. Il était soudeur industriel. Il travaillait à la construction de gratte-ciel et de ponts. C'était un homme bon, travailleur, qui rêvait de donner à ses enfants une vie meilleure que celle qu'il avait eue. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Antoine, bien qu'il pressentit que la réponse serait douloureuse. « Il travaillait à la construction du nouveau complexe d'affaires Tour Lumière », continua Solange, sans se rendre compte de l'impact que ces mots auraient sur Antoine. L'entreprise de construction avait décidé d'économiser de l'argent sur les équipements de sécurité. Les harnais étaient en mauvais état. Les plateformes ne respectaient pas les règlements, mais ils pressaient les travailleurs de finir rapidement. Antoine sentit son sang se glacer. La Tour Lumière était un projet qu'il connaissait très bien. C'était l'un des contrats les plus lucratifs de son entreprise ces dernières années. Pierre est tombé du 18e étage parce que la plateforme de travail s'est effondrée, continua Solange, pleurant maintenant ouvertement. Quand j'ai essayé que l'entreprise assume ses responsabilités, ils m'ont dit que c'était de sa négligence pour ne pas avoir correctement vérifié son équipement. Ils m'ont refusé toute indemnisation et m'ont menacé de me poursuivre si je continuais d'insister. Quelle entreprise était-ce ? Demanda Antoine, bien qu'une partie de lui connaisse déjà la réponse, et espérait désespérément se tromper. Construction Lemaire, répondit Solange. Lemaire Industries, la même entreprise où je travaille maintenant, nettoyant les bureaux de l'homme dont la société a tué mon mari. Le silence qui suivit fut si absolu qu'on pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes de l'hôpital. Antoine eut l'impression que le sol s'était ouvert sous ses pieds. Pendant des années, Solange avait travaillé pour lui, nettoyant son bureau, connaissant chaque détail de sa vie professionnelle, tout en gardant le secret le plus dévastateur possible. « Saviez-vous qui j'étais lorsque vous avez postulé pour le poste ?» demanda Antoine d'une voix à peine audible. « Bien sûr que je le savais, » répondit Solange, avec un calme qui contrastait dramatiquement avec la tempête émotionnelle dans ses yeux. « Je savais exactement qui vous étiez, le propriétaire de l'entreprise qui avait tué mon mari et qui avait ensuite détruit ma vie financièrement. »« Pourquoi ?» demanda Antoine complètement bouleversé. « Pourquoi êtes-vous venu travailler pour moi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas confronté ? Pourquoi n'avez-vous pas cherché à vous venger ?»
Solange regarda ses deux enfants qui avaient écouté cette révélation avec des expressions de choc et de confusion croissante. « Parce que j'avais besoin du travail », répondit-elle simplement. « Parce que mes enfants avaient besoin de manger. Parce que la vengeance n'allait pas rendre la vie à Pierre, ni payer nos factures. Et parce que Pierre m'a toujours appris que la haine n'empoisonne que celui qui la ressent. Mais je suis responsable de la mort de votre mari, balbutia Antoine, les larmes coulant librement sur son visage. Mon entreprise, mes décisions sur les coûts, ma pression pour livrer les projets rapidement. Oui, confirma Solange, avec une sérénité plus dévastatrice que n'importe quel cri de colère. Vous êtes responsable, mais vous haïr n'allez pas nourrir mes enfants. Travailler pour vous, oui. À ce moment, Antoine Lemaire comprit qu'il avait été en présence d'une grandeur humaine qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe l'argent qu'il accumulait ou le pouvoir qu'il obtenait. Cette femme avait trouvé la force de travailler pour l'homme responsable de sa tragédie. Elle avait maintenu son professionnalisme et son intégrité tout en nettoyant le bureau de celui qui avait détruit sa famille. « Solange, dit-il finalement, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé. Il n'y a aucun moyen de compenser ce que ma négligence a causé à ta famille. Mais je te jure sur la vie de mes propres enfants que je consacrerai le reste de mon existence à réparer cette erreur. » « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Lucas avec cette méfiance naturelle que développent les enfants qui ont vu les adultes promettre des choses qu'ils ne tiennent pas. Antoine regarda le garçon de 12 ans qui avait assumé des responsabilités d'adulte trop tôt et pris la décision la plus importante de sa vie d'entrepreneur. « Cela signifie que ta famille n'aura plus jamais de besoin, déclara-t-il avec une détermination qui le surprit lui-même. Cela signifie que vous aurez une maison décente, une éducation complète, des soins médicaux garantis et tout ce que leur père voulait leur donner quand il travaillait sur mes projets. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda Léa, avec cette honnêteté directe des enfants. « Vous nous avez déjà fait du mal une fois. » Antoine s'agenouilla à nouveau pour être à la hauteur de la petite fille de 8 ans qui venait de lui poser la question la plus importante de sa vie. « Pourquoi ?» répondit-il d'une voix émue. « Votre famille m'a enseigné cette nuit ce que signifie vraiment être humain, et parce que je ne permettrai plus jamais que mon ignorance cause autant de souffrance. » Les heures suivantes à l'hôpital se déroulèrent comme des montagnes russes émotionnelles que personne dans cette salle d'attente n'oublierait jamais. Antoine était resté là toute la nuit, annulant d'importantes réunions, ignorant les appels d'urgence de son entreprise, complètement absorbé par une réalité qu'il n'avait jamais envisagée, la souffrance des personnes qui travaillaient pour lui. Toutes les 30 minutes, les infirmières sortaient avec des mises à jour sur Théo. Le petit enfant avait été connecté à plusieurs machines, son corps minuscule luttant contre une infection qui avait progressé plus qu'on ne l'avait initialement pensé. Les médecins avaient expliqué que des semaines passées dans des conditions insalubres avaient gravement compromis son système immunitaire. « Maman, Théo va mourir ?» demanda Léa avec cette crudité enfantine qui coupe comme une lame après avoir vu un autre médecin sortir avec une expression préoccupée. « Non, mon amour !» répondit Solange. Bien qu'Antoine pût détecter l'incertitude derrière ces mots. Théo est fort comme son papa, il va s'en sortir. Antoine observait cette famille affronter la possibilité d'une autre perte dévastatrice. Ils avaient déjà perdu Pierre. Ils avaient perdu leur foyer, leur stabilité économique, leur dignité sociale. L'idée qu'ils puissent aussi perdre Théo était tout simplement insupportable. « Monsieur le maire », dit Lucas soudainement, rompant le silence tendu qui s'était installé dans la salle d'attente. « Je peux vous poser une question ?»« Bien sûr », répondit Antoine, surpris par le sérieux dans la voix du garçon. « Avez-vous des enfants ?» La question frappa Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, il avait des enfants. 2 adolescents qui vivaient dans un manoir, qui fréquentaient des écoles privées chères, qui n'avaient jamais affronté une seule difficulté réelle dans leur vie privilégiée, des enfants qui le connaissaient plus comme un pourvoyeur d'argent que comme un père présent. « Oui », admit-il d'une voix basse. « J'ai 2 enfants. Sébastien a 16 ans et Valérie a 14 ans. Ils savent où vous êtes maintenant, » continua Lucas avec cette intelligence émotionnelle que développent les enfants qui ont trop vu. « Non », confessa Antoine, réalisant qu'il n'avait même pas pensé à contacter sa propre famille pour expliquer son absence. « Ils pensent probablement que je suis en réunion d'affaires ou en voyage d'affaires. Comme toujours. »« Comme toujours », répéta Léa avec une curiosité authentique. Antoine réalisa que ses enfants, qui avaient perdu leur père tragiquement, ne pouvaient pas comprendre comment quelqu'un pouvait avoir des enfants vivants et en bonne santé, mais choisir d'être absent de leur vie. Pour eux, qui valorisaient chaque moment familial comme un trésor, l'idée d'un père qui privilégiait le travail sur la famille était complètement incompréhensible.
Mes enfants sont habitués à ce que papa ne soit pas à la maison, expliqua Antoine, sentant une honte croissante en verbalisant cette réalité. J'ai toujours pensé que ma responsabilité était de gagner de l'argent pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. De grandes maisons, des voitures chères, des vacances en Europe. Mais vous les serrez dans vos bras? Demanda Léa, avec cette simplicité qui va droit au cœur des choses importantes. Je les serre dans mes bras, répéta Antoine comme si la question était dans une langue étrangère. Oui, insista la petite fille. Nous serrons maman dans nos bras tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout quand elle est triste ou inquiète. Vous serrez vos enfants dans vos bras quand ils sont tristes? Antoine resta silencieux de longues minutes, traitant une question qui révélait un vide fondamental dans sa vie familiale. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait serré Sébastien ou Valérie dans ses bras. Leurs interactions se limitaient à des questions sur les notes scolaires, les transferts d'argent pour les dépenses et des conversations superficielles pendant les rares dîners de famille. « Je crois que je ne les serre pas assez dans mes bras », admit-il finalement, sa voix légèrement brisée. « Papa nous serrait dans ses bras tous les jours », raconta Lucas avec un sourire nostalgique qui illumina momentanément son visage fatigué. Quand il rentrait du travail, avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, il nous serrait dans ses bras. Il disait que les câlins de ses enfants étaient ce qui lui donnait la force de travailler si dur. « Et les week-ends », ajouta Léa, rejoignant les souvenirs familiaux. Papa inventait des jeux avec nous. Il transformait la maison en château ou en vaisseau spatial ou en jungle. Nous n'avions pas besoin de jouets chers parce que papa rendait tout amusant. Antoine écoutait ces descriptions et réalisait que Pierre Moreau, un soudeur industriel aux revenus modestes, avait été infiniment plus riche que lui dans les seules choses qui importaient vraiment. Il avait eu l'amour inconditionnel de sa famille. Il avait construit des souvenirs précieux avec ses enfants. Il avait été le centre émotionnel de son foyer. « Savez-vous ce qui nous manque le plus chez papa ?» demanda Solange, rejoignant la conversation d'une voix douce mais chargée d'émotion. « Quoi ?» demanda Antoine, se préparant à une autre leçon sur ce que signifiait vraiment être père. « Les histoires », répondit Solange avec un sourire qui mêlait joie et tristesse. Chaque soir, Pierre inventait des histoires différentes pour les enfants. Des histoires où ils étaient les héros, où ils surmontaient des obstacles, où ils apprenaient des leçons importantes sur le fait d'être de bonnes personnes. « Il les inventait ?» demanda Antoine, fasciné par un concept qu'il n'avait jamais envisagé. « Complètement », confirma Lucas. « Papa disait que les meilleures histoires étaient celles qui venaient du cœur, pas des livres. Il nous racontait des aventures où Théo était un super-héros qui pouvait voler, où Léa était une princesse qui sauvait des royaumes, où j'étais un explorateur qui découvrait de nouveaux mondes. Et toujours, ajouta Léa avec un enthousiasme croissant. À la fin de chaque histoire, papa nous disait que dans la vraie vie, nous étions encore plus spéciaux que dans les contes, parce que nous étions ses vrais enfants. Antoine sentit les larmes commencer à couler à nouveau. Ses enfants avaient perdu un père qui non seulement les avait aimés, mais avait investi du temps, de la créativité et de l'énergie émotionnelle pour nourrir leur imagination, pour les faire se sentir précieux, pour construire leur estime de soi jour après jour. « Vos enfants vous ont-ils déjà demandé de leur raconter des histoires ?» demanda Solange avec une curiosité authentique. « Non », admit Antoine. « Ils ont toujours eu des téléviseurs dans leur chambre, des jeux vidéo, des ordinateurs. Je n'ai jamais pensé qu'ils pourraient vouloir quelque chose d'aussi simple que leur papa leur raconte une histoire. »« Peut être », suggéra Lucas avec une sagesse qui dépassait largement son âge. « Ils ne savent pas qu'ils peuvent vous le demander. Peut être qu'ils attendent que vous vous proposiez. » À ce moment précis, le chef des soins intensifs apparut dans la salle d'attente. Son expression était sérieuse, mais pas dévastatrice, ce qui attira immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes. « Famille Moreau », annonça-t-il en consultant son dossier. « J'ai des nouvelles de Théo. » Solange se leva si rapidement qu'elle faillit perdre l'équilibre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se préparait à entendre des nouvelles qui pourraient tout changer. « Comment va mon bébé, docteur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Théo a très bien répondu au traitement antibiotique, expliqua le médecin avec un sourire rassurant. Sa respiration s'est considérablement stabilisée, et les niveaux d'oxygène dans le sang reviennent à des paramètres normaux. Le soulagement qui envahit la famille fut si palpable qu'Antoine put le sentir physiquement. Solange s'effondra à nouveau sur sa chaise, cette fois par pure gratitude, tandis que Lucas et Léa s'étreignaient en pleurant de joie. « Cela signifie qu'il va bien ?» demanda Léa, ayant besoin d'une confirmation absolue. « Cela signifie que nous avons surmonté la crise immédiate », continua le médecin. Cependant, Théo devra rester hospitalisé pendant au moins une semaine de plus pour s'assurer que l'infection est complètement éliminée, et après sa sortie, il aura besoin de soins spéciaux à la maison.
Quel type de soins spéciaux? Demanda Solange. Bien qu'Antoine soupçonnât qu'elle devinait déjà où la conversation menait, Théo a besoin de vivre dans un environnement complètement exempt d'humidité, de moisissure et de pollution de l'air, expliqua le médecin avec ce sérieux professionnel, qui indiquait qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. Ses poumons ont été gravement affectés par l'exposition prolongée à des conditions environnementales inadéquates. Une rechute pourrait être grave. Le silence qui suivit fut dévastateur. Tous dans cette pièce savaient que la maison abandonnée où vivait la famille Moreau ne répondait même pas de loin à ses exigences médicales. En fait, c'était exactement le type d'environnement qui pourrait mettre Théo en danger s'il y retournait. « Docteur », dit Antoine, en se levant avec détermination, « quel type de logement serait idéal pour la récupération de Théo? Une maison avec un système de chauffage et de ventilation adéquat, sans problème d'humidité, de préférence avec des purificateurs d'air et certainement sans exposition aux moisissures ou aux matériaux de construction détériorés, répondit le médecin, décrivant en fait tout l'opposé de l'endroit où vivait la famille. Compris, dit Antoine avec fermeté. Cela ne posera pas de problème. Monsieur le maire, interrompit Solange, comprenant immédiatement les implications de ces mots. Je ne peux pas vous permettre de faire plus que ce que vous avez déjà fait. L'hôpital, les médicaments, c'est déjà trop. Solange, répondit Antoine, la regardant droit dans les yeux. Ton fils a failli périr parce que ma négligence en entreprise a tué son père et les a forcés à vivre dans des conditions qu'aucun être humain ne devrait affronter. Ce n'est pas de la charité que j'offre, c'est de la justice. Mais une maison comme celle que décrit le docteur doit coûter une fortune, protesta Solange. Je ne peux pas accepter une chose pareille de vous. Pourquoi pas? Demanda Léa avec cette logique simple des enfants. Si monsieur a de l'argent et que nous avons besoin d'une maison pour que Théo ne tombe pas malade, pourquoi ne peut-il pas nous aider? Pourquoi, mon amour? Expliqua Solange patiemment. Quand quelqu'un te donne quelque chose de très grand, il peut ensuite te demander des choses en retour que tu ne pourras être pas donné. Antoine sentit ces mots le frapper comme une gifle. Solange avait raison de se méfier. Dans son monde des affaires, toutes les faveurs venaient avec des conditions. Toutes les aides avaient des coûts cachés. Toutes les générosités étaient des investissements déguisés. Solange, dit Antoine avec une émotion qu'il n'avait jamais permis aux autres de voir dans des contextes professionnels. La seule chose que je veux en retour, c'est l'opportunité d'être un homme meilleur que je ne l'ai été jusqu'à présent. L'opportunité d'honorer la mémoire de Pierre, en faisant pour ses enfants ce qu'il aurait fait si je n'avais pas été aussi irresponsable en matière de sécurité au travail. Vraiment? Demanda Lucas, scrutant le visage d'Antoine avec cette capacité des enfants à détecter la sincérité ou la fausseté chez les adultes. Vraiment, confirma Antoine. Et en plus, je voudrais vous demander une faveur. Quelle faveur? Demanda Léa avec curiosité. Je veux que vous m'appreniez à être le genre de père qu'était Pierre, dit Antoine, sa voix brisée par l'émotion. Je veux apprendre à raconter des histoires à mes enfants, à les serrer dans mes bras quand ils sont tristes, à les faire se sentir plus importants que n'importe quelle réunion d'affaires. Sérieusement? Demanda Solange, surprise par une demande qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Sérieusement, confirma Antoine. Vous avez perdu le meilleur père du monde, mais vos souvenirs de lui peuvent m'aider à devenir un meilleur père pour mes propres enfants. Ce serait la meilleure compensation que vous pourriez me donner. Pour la première fois depuis le début de cette longue nuit de révélation, Solange sourit avec un espoir sincère. Je crois, dit-elle finalement, que Pierre serait très fier de savoir que son héritage va aider une autre famille à se retrouver. 3 jours après la promesse faite à l'hôpital, Antoine le maire se tenait devant une belle maison à 2 étages dans le quartier résidentiel du Clos des Jardins, tenant les clés dans une main et un contrat d'achat dans l'autre. Ce n'avait pas été une décision impulsive. Il avait passé 72 heures à rechercher méticuleusement chaque détail pour trouver la maison parfaite pour la famille Moreau. La maison avait tout ce que le médecin avait spécifié pour la récupération de Théo. Un système de chauffage central, des purificateurs d'air dans chaque pièce, de grandes fenêtres, qui laissait entrer une lumière naturelle abondante et, le plus important, elle avait été construite il y a seulement 2 ans, avec des matériaux entièrement exempts d'humidité et de moisissure. Mais Antoine avait été au-delà des exigences médicales. La propriété disposait de 4 grandes chambres, de 2 salles de bain complètes, d'une cuisine moderne avec de nouveaux appareils électroménagers, d'un jardin arrière où les enfants pourraient jouer en toute sécurité et elle était située dans une zone avec d'excellentes écoles publiques. C'était exactement le type de foyer que Pierre Moreau aurait rêvé de fournir à sa famille. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur le maire ?» demanda Florence Dubois, l'agent immobilier qui avait géré l'achat express. « C'est une décision très généreuse, mais aussi très coûteuse.
Cette propriété vaut plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 10 ans. Je suis complètement sûr, répondit Antoine sans hésiter. En plus, ce n'est pas de la générosité, c'est une justice très tardive. Tandis qu'il attendait l'arrivée de la famille Moreau, Antoine réfléchissait aux changements extraordinaires qui s'étaient produits dans sa vie au cours de ces 3 jours. Il avait annulé d'importantes réunions, délégué des décisions commerciales qu'il considérerait normalement cruciales et, pour la première fois depuis des années, il avait placé les besoins des autres au-dessus de ses propres ambitions financières. Plus important encore, il avait eu la conversation la plus honnête de sa vie avec ses propres enfants. La veille au soir, il était rentré à son manoir avant 20 heures pour la première fois depuis des mois. Sébastien et Valérie dînaient seuls dans la salle à manger principale, comme d'habitude, tandis que lui travaillait généralement très tard ou assistait à des événements d'affaires. « Papa », avait dit Valérie, surprise de le voir apparaître si tôt. « Tout va bien à l'entreprise ? Nous ne nous attendions pas à te voir avant le week-end. » Ces mots lui avaient brisé le cœur. Ses propres enfants étaient surpris de le voir à la maison pendant la semaine, comme si sa présence paternelle était un événement extraordinaire qui ne se produisait qu'occasionnellement. « J'ai quelque chose de très important à vous raconter », leur avait-il dit, s'asseyant avec eux pour la première fois depuis des mois. « Et je dois vous demander pardon pour le genre de père que j'ai été jusqu'à présent. » Pendant les 2 heures suivantes, il leur avait raconté toute l'histoire. Solange, la maison abandonnée, Théo à l'hôpital, la mort de Pierre dans l'un de ses projets de construction et la leçon dévastatrice sur ce que signifiait réellement être un père présent. « Papa » avait dit Sébastien avec une maturité qui l'avait surpris. « Nous savons que tu travailles beaucoup pour nous donner une bonne vie. Nous n'avons jamais eu l'impression que tu ne nous aimais pas. Mais, » avait ajouté Valérie avec cette honnêteté directe qu'elle tenait de sa mère, « nous avons eu l'impression que tu ne nous connaissais pas vraiment, comme si tu savais que nous existions, mais que tu ne savais pas qui nous étions. » Ces mots avaient été plus frappants que toute critique commerciale qu'il avait reçue. Ses enfants ne le blâmaient pas de travailler autant, mais ils reconnaissaient qu'il avait manqué l'occasion de les connaître en tant qu'individus, avec leurs rêves, leurs peurs, leur personnalité unique. « Que pouvons-nous faire pour changer cela ?» leur avait-il demandé, sincèrement intéressé à entendre leurs idées. « Eh bien, » avait répondu Valérie après avoir réfléchi attentivement, « tu pourrais commencer par nous demander comment s'est passée notre journée quand tu rentres à la maison. Pas seulement si nous avons fait nos devoirs ou si nous avons eu de bonnes notes. Et peut-être, » avait ajouté Sébastien, « tu pourrais nous raconter des histoires sur ton enfance. Nous ne savons jamais rien sur la façon dont tu as grandi, ce que tu aimais faire, comment tu as rencontré maman. » Antoine avait promis que tout cela allait changer et avait commencé cette même nuit en leur racontant sa propre enfance, les erreurs qu'il avait commises en privilégiant le succès financier sur les relations humaines, et comment une famille en crise lui avait enseigné des leçons qu'aucune école de commerce ne pourrait offrir. Maintenant, debout devant la nouvelle maison de la famille Moreau, Antoine ressentait un mélange de nervosité et d'émotion qu'il n'avait pas connu depuis qu'il était un jeune entrepreneur construisant sa première entreprise. Mais cette fois, le succès ne se mesurerait pas en gains économiques, mais par le sourire d'une mère qui pourrait enfin offrir à ses enfants un foyer digne. Le taxi s'arrêta devant la maison exactement à 14 heures, comme convenu. Théo avait été autorisé à quitter l'hôpital ce même matin, et bien qu'il semblât encore fragile, ses joues avaient retrouvé un peu de la couleur rosée, saine de l'enfance. Solange sortit la première du véhicule, suivie de Lucas, qui aida Théo à descendre avec précaution, tandis que Léa courut immédiatement vers le jardin avant. « Maman, regarde comme ces fleurs sont belles !» cria Léa en montrant les rosiers qui décoraient l'entrée. « Et il y a une balançoire dans cet arbre. » « Léa, ne touche à rien !» avertit Solange automatiquement avec la prudence de quelqu'un qui avait appris à ne pas trop attendre de la vie. « Ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici pour la voir, mais nous ne savons pas si. » « Solange, » interrompit Antoine doucement, s'approchant avec les clés tendues vers elle. « C'est votre maison, entièrement la vôtre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le vent agiter les feuilles de l'arbre où était effectivement installée une balançoire. Solange regarda les clés comme si c'étaient des objets magiques qui pourraient disparaître si elle les touchait. « Que voulez-vous dire par entièrement la nôtre ?» demanda Lucas avec cette méfiance protectrice qu'il avait développée au cours de mois d'incertitude. « Je veux dire, » expliqua Antoine en s'agenouillant pour être à la hauteur des 3 enfants, « que la maison est entièrement payée, qu'elle est à votre mère, et que personne ne pourra jamais vous l'enlever. »« C'est à vous pour toujours ?»« Pour toujours. Vraiment ?» demanda Théo avec cette petite voix qui montrait encore des signes de sa récente maladie, mais qui brillait d'un espoir prudent. « Pour toujours, vraiment.
confirma Antoine, sentant les larmes lui monter aux yeux en voyant l'expression d'étonnement sur le visage du petit enfant. Solange prit finalement les clés avec des mains tremblantes. Pendant des mois, elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais cru que ce serait possible. Elle avait des fantasmes nocturnes où elle imaginait ses enfants courir dans une vraie maison, dormir dans de vrais lits, se laver à l'eau chaude, mais elle s'était toujours réveillée dans cette maison abandonnée où la réalité la frappait brutalement. « On peut entrer et la voir à l'intérieur » demanda Léa en sautant pratiquement d'excitation. « Bien sûr » répondit Antoine, dirigeant la famille vers la porte principale. « C'est votre maison, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Lorsque Solange ouvrit la porte, ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur dépassa toutes les attentes qu'ils auraient pu avoir. Antoine n'avait pas seulement acheté la maison, il l'avait entièrement meublée, avec tout le nécessaire pour une famille avec 3 enfants. Dans le salon principal, il y avait un canapé confortable à 3 places, une table basse en bois massif, une télévision grand écran fixée au mur et, le plus important, une bibliothèque remplie de livres pour enfants et adolescents. La cuisine était entièrement équipée avec de nouveaux appareils électroménagers, une vaisselle complète, et le garde-manger était approvisionné en nourriture pour plusieurs semaines. « Maman, il y a un escalier !» cria Lucas en courant vers le 2e étage comme un enfant normal de 12 ans pour la première fois depuis des mois. « Et chaque chambre a son propre lit », ajouta Léa, qui avait suivi son frère aîné à l'étage. Antoine avait porté une attention particulière aux chambres. La chambre principale avait un lit double avec de la literie neuve, une grande armoire et une commode avec miroir. Les chambres des enfants étaient décorées de manière appropriée pour leur âge. Celle de Lucas avait un bureau pour étudier et des affiches éducatives. Celle de Léa était peinte dans des tons doux avec un lit simple décoré de nouvelles poupées. Et celle de Théo avait un lit bébé convertible qui pouvait se transformer en lit d'enfant plus grand, ainsi qu'un humidificateur spécial recommandé par les médecins. « Monsieur le maire » dit Solange d'une voix brisée par l'émotion. « C'est trop. C'est plus que tout ce que j'ai jamais rêvé de donner à mes enfants. Je ne sais pas comment nous pourrons jamais vous rembourser. »« Solange » répondit Antoine, s'asseyant à côté d'elle sur le nouveau canapé. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit à l'hôpital sur la raison pour laquelle tu as décidé de travailler pour moi au lieu de chercher vengeance ? Parce que la vengeance n'allait pas nourrir mes enfants, répéta Solange, se souvenant de ses propres mots. Exactement, continua Antoine. Eh bien, cette maison n'est pas une vengeance pour ce que mon entreprise a fait à Pierre. Cette maison est ma façon d'honorer sa mémoire, en m'assurant que ses enfants aient les opportunités qu'il voulait leur donner. « Maman, viens voir ma chambre !» cria Théo d'en haut, sa voix remplie d'une joie qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. Quand ils montèrent au 2e étage, ils trouvèrent les 3 enfants explorant leur nouvelle chambre avec des expressions de pure surprise. Théo avait découvert que son lit avait des barrières latérales pour prévenir les chutes, mais qu'elles pouvaient aussi être retirées quand il serait plus grand. Léa serrait dans ses bras une nouvelle poupée qu'elle avait trouvée sur son lit. Lucas examinait les livres sur son bureau, des livres adaptés à son âge et à son niveau d'éducation. « Je peux vraiment garder tous ces livres ?» demanda Lucas, en tenant une encyclopédie des sciences naturelles. « Ils sont à toi », confirma Antoine, « et il y a plus de livres en bas dans la bibliothèque familiale. J'ai pensé que tu aimerais lire des histoires à tes frères et sœurs, comme ton papa le faisait. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. Pendant des mois, il avait assumé des responsabilités d'adulte par nécessité, mais maintenant, on lui offrait l'opportunité d'être un grand frère dans des circonstances normales, de prendre soin de Théo et Léa, par amour, plutôt que par désespoir. « Monsieur le maire, » dit Lucas, avec un sérieux émouvant, « je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, vos enfants savent ce que vous faites pour nous. » La question surprit Antoine car elle révélait que Lucas n'avait pas seulement pensé à sa propre famille, mais à la façon dont ses actions pourraient affecter d'autres personnes. « Oui, » répondit Antoine, « je leur ai raconté toute votre histoire, et ils savent que vous m'avez enseigné des leçons très importantes sur ce que signifie être une famille. »« Quel genre de leçons ?» demanda Léa, rejoignant la conversation avec cette curiosité naturelle des enfants. « Ils m'ont appris que serrer ses enfants dans ses bras est plus important que de leur acheter des choses chères, » expliqua Antoine. « Ils m'ont appris que raconter des histoires à la maison est plus précieux que de travailler très tard. Ils m'ont appris que connaître les rêves de mes enfants est plus important que de gagner plus d'argent. »« Vous allez commencer à serrer vos enfants plus souvent ?» demanda Théo, avec cette innocence directe que seuls les petits-enfants possèdent. « J'ai déjà commencé », confirma Antoine avec un sourire sincère. « Hier soir, j'ai serré Sébastien et Valérie dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Et vous savez ce que j'ai découvert ? » « Quoi »
demandèrent les trois enfants à l'unisson. Qu'ils avaient eux aussi besoin de ces câlins, mais qu'ils ne savaient pas comment me les demander. Solange, qui avait écouté cette conversation tout en explorant la salle de bain principale avec sa nouvelle douche et son eau chaude, s'approcha du groupe, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur le maire », dit-elle d'une voix chargée d'émotion, « Pierre serait très fier de savoir que son histoire aide une autre famille à se retrouver. »« Vous le croyez vraiment ?» demanda Antoine, ayant sincèrement besoin de cette confirmation. « Complètement », répondit Solange sans hésitation. Pierre disait toujours que les tragédies n'avaient de sens que si nous les transformions en opportunités pour rendre le monde un peu meilleur. « Maman, » dit Léa soudainement, « on peut inviter monsieur le maire et ses enfants à dîner ici un jour pour qu'on puisse les rencontrer et peut-être leur apprendre certains des jeux que papa nous a appris. » La suggestion prit Antoine complètement par surprise. Ses enfants, qui avaient tant perdu, qui avaient tant souffert de la négligence de son entreprise, offraient maintenant de partager leur nouvelle joie avec sa famille. C'était un niveau de générosité et de pardon qui l'émouvait profondément. « J'adorerais, » répondit Antoine. « Et je suis sûr que Sébastien et Valérie adoreraient aussi vous rencontrer. On peut leur montrer comment papa nous a appris à faire des petites pièces de théâtre, » s'exclama Léa avec un enthousiasme croissant. « Et Lucas peut leur raconter certaines des histoires que papa nous inventait. Et Théo peut leur apprendre ses chansons préférées, » ajouta Lucas en portant son jeune frère avec cette tendresse protectrice qu'il avait développée pendant les mois difficiles. Antoine observait cette planification spontanée d'une réunion de famille et réalisait qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Ses enfants ne pensaient pas en termes de nous contre eux ou pauvres contre riches. Ils pensaient simplement en termes de familles qui peuvent s'entraider pour être plus heureuses. « Il y a une chose de plus que je veux vous montrer », dit Antoine en dirigeant la famille vers la fenêtre de la chambre principale qui donnait sur le jardin arrière. Dans le patio, il y avait quelque chose qui avait coûté des jours de planification spéciale. Un petit potager surélevé avec de la terre fertile, des outils de jardinage adaptés aux enfants et des graines de légumes et d'herbes que la famille pourrait cultiver ensemble. Pierre a toujours voulu apprendre à ses enfants à cultiver leurs propres aliments, expliqua Antoine. Solange m'a raconté à l'hôpital qu'il parlait d'avoir un jardin où il pourrait apprendre d'où vient la vraie nourriture. « Papa vous a dit ça ?» demanda Lucas, surpris qu'Antoine connaisse des détails aussi intimes sur les rêves de son père. « Ta maman me l'a raconté », précisa Antoine. « Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être aussi m'apprendre. Je n'ai jamais rien planté de ma vie. »« Oui », cria Théo, applaudissant de ses petites mains qui semblaient déjà plus fortes après le traitement médical. « Nous pouvons planter des tomates et des laitues et des carottes et de jolies fleurs pour maman, » ajouta Léa, pensant toujours à rendre sa mère heureuse. Solange s'approcha de la fenêtre et observa le jardin avec une expression mêlant gratitude, étonnement et une profonde mélancolie. C'était exactement ce que Pierre avait rêvé pour sa famille. Et même s'il n'était pas physiquement présent pour le voir, son esprit et ses valeurs étaient pleinement vivants à cet instant. « Pierre » murmura-t-elle doucement, parlant à son mari décédé, comme s'il pouvait l'entendre. « Nos bébés ont enfin le foyer que tu voulais leur donner. » Antoine réalisa qu'il assistait à un moment sacré, un instant où l'amour transcende la mort, et où les rêves reportés trouvent enfin leur réalisation. Ce n'était pas seulement une maison qu'il livrait. C'était la matérialisation des espoirs d'un père mort trop tôt, mais dont l'héritage continuerait à vivre à travers ses enfants. « Solange », dit Antoine. « Enfin, il y a une condition pour cette maison. » La panique instantanée qui apparut dans les yeux de la femme lui brisa le cœur, mais il était nécessaire d'établir cette condition spécifique. « Quelle condition ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Que tu me permettes de changer toutes les politiques de sécurité au travail chez Lemaire Industries, » répondit Antoine avec un sérieux absolu. « Que tu m'aides à mettre en œuvre des protocoles qui garantissent qu'aucun autre travailleur ne subira ce qu'a subi Pierre. Que tu transformes la tragédie de ton mari en la salvation d'autres travailleurs. » Solange le regarda pendant de longues secondes, traitant l'ampleur de ce qu'il proposait. « Vous parlez sérieusement ?» demanda-t-elle finalement. « Complètement sérieusement », confirma Antoine. « Je veux que Pierre Moreau devienne le nom du programme de sécurité au travail le plus strict de toute l'industrie de la construction. » Pour la première fois depuis la perte de son mari, Solange sentit que la tragédie qui avait détruit sa vie aurait finalement un but qui honorerait la mémoire de Pierre de la manière la plus significative possible. « J'accepte », dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte de tout mon cœur. » La première nuit, les familles Lemaire et Moreau se retrouvèrent pour dîner dans la maison qui regorgeait désormais de vie et de bonheur. Antoine arriva à 10 à 8 heures avec Sébastien et Valérie, apportant des fleurs pour Solange et des jouets éducatifs pour les 3 enfants.
Ses enfants avaient été nerveux toute la journée, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette famille qui avait si profondément transformé leur père. La maison qui fut autrefois un rêve impossible, débordait maintenant de vie et de chaleur humaine. L'arôme de la cuisine maison se mêlait au son des rires d'enfants, créant cette atmosphère de vrai foyer qu'aucun manoir ne pourrait reproduire. Théo s'était remarquablement amélioré. Ses joues avaient une couleur saine, et sa respiration était claire et forte. « Papa !» murmura Valérie alors qu'il marchait vers la porte principale. « Es-tu nerveux ?»« Un peu », admit Antoine avec honnêteté. « Mais c'est une bonne nervosité, comme quand tu es sur le point de vivre quelque chose de spécial. » Solange ouvrit la porte avec un sourire radieux qui contrastait dramatiquement avec la femme désespérée qu'Antoine avait vue à l'hôpital des semaines auparavant. Elle portait une robe simple mais propre, et il y avait quelque chose dans sa posture qui parlait d'une dignité retrouvée. « Bienvenue chez nous », dit-elle avec une chaleur sincère, qui mit immédiatement Sébastien et Valérie à l'aise. Les premières minutes furent inévitablement maladroites. Sébastien et Valérie, habitués aux dîners formels servis par le personnel de maison, se retrouvèrent dans une cuisine où la famille elle-même préparait les repas et où chacun était censé participer au service de la table. « Vous avez besoin d'aide pour quelque chose ?» demanda Sébastien, ne sachant pas exactement comment offrir de l'aide dans un environnement si différent de son expérience habituelle. « Bien sûr !» répondit Lucas avec enthousiasme. « Tu peux m'aider à apporter les assiettes à table ? Dans notre famille, tout le monde aide pour tout. » Valérie observait fascinée comment Léa aidait Théo à se laver les mains avant de manger. Comment Lucas vérifiait que tout était prêt, comment Solange coordonnait les activités avec une efficacité née de l'amour plutôt que de la rigidité. C'était un type de dynamique familiale complètement nouveau pour elle. Le dîner se composait de plats simples, mais préparés avec soin. Poulet mijoté, riz, haricots, salade fraîche, du potager qu'ils avaient commencé à cultiver et tortillas maison. Il n'y avait rien de luxueux, mais chaque bouchée avait une saveur qui parlait de temps investi, d'attention portée, de nourriture préparée comme un acte d'amour. « Dans notre famille, » expliqua Solange en servant les plats, « nous avons une tradition pour les dîners. Chaque personne partage quelque chose de bien qui lui est arrivé pendant la journée et quelque chose pour lequel elle se sent reconnaissante. » Quelque chose de bien et quelque chose pour lequel on se sent reconnaissant, répéta Valérie, comme si c'était un concept complètement étranger. Oui, confirma Théo, avec cette joie contagieuse des jeunes enfants. Je commence toujours parce que je suis le plus petit. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est que j'ai pu courir dans le jardin sans me fatiguer, et je me sens reconnaissant parce que ma poitrine ne me fait plus mal quand je respire. La simplicité et la profondeur de ces mots impressionnèrent Sébastien et Valérie. Cet enfant de 5 ans, qui avait été au bord de la mort quelques semaines auparavant, trouvait de la joie à pouvoir respirer normalement et courir sans douleur. Leurs propres préoccupations quotidiennes concernant les notes, les jeux vidéo et les plans sociaux semblaient triviales en comparaison. « Je continue », annonça Léa. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai trouvé un papillon dans notre potager, et il est resté longtemps sur mon doigt, et je suis reconnaissante parce que j'ai ma propre chambre où je peux garder tous mes trésors. » « Quel genre de trésor ?» demanda Valérie, avec une curiosité authentique. « De jolies pierres que je trouve dans le jardin, des feuilles aux formes intéressantes, des dessins que je fais pour maman, » expliqua Léa avec sérieux. « Papa disait toujours que les trésors les plus précieux ne coûtent pas d'argent. » Lucas continua. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est que j'ai entièrement compris mon devoir de maths sans aide, et je me sens reconnaissant parce que je peux étudier à mon propre bureau sans bruit qui me distrait. » Solange sourit avec une fierté maternelle avant de parler. « Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir Théo jouer joyeusement dans le jardin, et je me sens reconnaissante parce que mes enfants ont un foyer sûr où ils peuvent grandir et rêver. » Tous se tournèrent vers Antoine, Sébastien et Valérie. C'était leur tour de participer à cette tradition familiale, mais aucun d'entre eux n'avait jamais réfléchi à sa journée de manière aussi intentionnelle. « Moi, nous n'avons jamais fait ça avant, » admit Antoine avec honnêteté. Mais je veux essayer. Quelque chose de bien qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir le sourire de Théo quand il a couru vers la porte pour nous accueillir. Et je me sens reconnaissant parce que vous m'apprenez à être un meilleur père. Sébastien hésita avant de parler. Quelque chose de bien. Je crois que quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de rencontrer Lucas et de réaliser qu'il y a des gens de mon âge qui sont beaucoup plus matures et responsables que moi. Et je me sens reconnaissant parce que papa apprend à passer plus de temps avec nous. Valérie fut la dernière. Quelque chose de bien qui m'est arrivé, c'est de voir comment Léa prend soin de Théo. Cela m'a fait réfléchir à la façon dont je peux être une meilleure grande sœur, et je me sens reconnaissante
parce que cette famille me montre ce que signifie vraiment s'aimer les uns les autres. » Le silence qui suivit fut rempli de chaleur et de connexion. Il était évident que quelque chose de fondamental avait commencé à changer dans la dynamique des deux familles. « Maintenant, » annonça Lucas avec enthousiasme, « c'est l'heure des histoires. » Pendant l'heure suivante, les enfants Moreau partagèrent les histoires que Pierre leur racontait, mais avec une touche spéciale. Ils invitèrent Sébastien et Valérie à être des personnages dans les aventures. Léa inventa une histoire où Valérie était une princesse scientifique qui sauvait des royaumes avec ses expériences. Lucas créa une aventure où Sébastien était un explorateur qui découvrait des civilisations perdues. Théo, avec l'aide de ses frères et sœurs, raconta un conte où tous étaient des super-héros qui travaillaient ensemble pour rendre le monde meilleur. Antoine observait cette interaction et réalisait que ses enfants expérimentaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu. La joie pure de l'imagination partagée, de créer des mondes fantastiques avec d'autres enfants, d'être valorisés non pas pour ce qu'ils possédaient, mais pour ce qu'ils étaient en tant que personnes. « Papa » demanda Valérie quand les histoires furent terminées. « On pourrait faire ça à la maison aussi? Les dîners avec gratitude et les contes. »« J'adorerais » répondit Antoine, se sentant plus connecté à ses enfants qu'il ne l'avait été depuis des années. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devint plus profonde. Solange raconta à Sébastien et Valérie l'histoire de Pierre, non pas comme une figure tragique, mais comme un père aimant qui avait rempli leur vie de joie et d'enseignements précieux. « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui ?» demanda Sébastien avec une curiosité sincère. « Son rire » répondit Théo immédiatement. « Papa riait très fort quand nous jouions, et toute la maison se remplissait de bonheur. Ses câlins d'ours » ajouta Léa. Il nous serrait si fort que nous avions l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver tant que nous étions dans ses bras. Ses conseils, dit Lucas, avec le sérieux de quelqu'un qui avait dû grandir trop vite. Il savait toujours exactement quoi nous dire quand nous avions des problèmes, ou quand nous étions confus. Mais vous savez ce qui est le plus incroyable, ajouta Solange avec un sourire plein d'amour. Toutes ces choses qui nous manquent chez papa vivent encore en vous. Théo a son rire joyeux. Léa donne des câlins qui guérissent le cœur. Et Lucas a cette sagesse spéciale pour aider les autres. « Vraiment ?» demanda Théo, les yeux brillants. « Complètement vrai », confirma sa mère. « Papa vit à travers vous chaque jour. » Cette conversation eut un impact profond sur Sébastien et Valérie. Ils réalisèrent qu'ils avaient tenu la présence de leur père pour acquise, sans apprécier les opportunités de créer des souvenirs et des liens significatifs, tant qu'il était encore possible. « Papa », dit Sébastien plus tard cette nuit-là, en rentrant à la maison. On pourrait commencer à faire des choses ensemble le week-end, pas des choses chères, mais des choses comme celles que le papa de Lucas faisait avec eux. « Et quel genre de choses as-tu en tête ?» demanda Antoine, excité par cette initiative de son fils. « Peut-être qu'on pourrait apprendre à cuisiner ensemble, » suggéra Valérie, ou faire des projets dans le jardin, ou simplement s'asseoir et discuter sans télévision ni téléphone. « Cela me semble parfait, » répondit Antoine, sentant son cœur se remplir d'un bonheur qu'aucun succès professionnel n'avait pu lui procurer. 3 semaines plus tard, Antoine était dans son bureau, mais cette fois-ci, il ne travaillait pas tard. C'était vendredi après-midi et il avait établi une nouvelle politique personnelle. Plus de travail après 10 à 7 heures le vendredi et les week-ends étaient sacrés pour la famille. Solange avait commencé à travailler comme consultante en sécurité au travail pour l'Emer Industries, aidant à concevoir des protocoles qui protégeraient d'autres travailleurs des tragédies comme celle qu'avait subie Pierre. Sa connaissance intime des conséquences humaines de la négligence en entreprise l'avait transformé en une voix puissante pour le changement. « Monsieur le maire », dit Solange en entrant dans son bureau avec un dossier rempli de documents. « J'ai le rapport final sur les nouvelles mesures de sécurité du programme Pierre Moreau. » Au cours des dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble pour mettre en œuvre les normes de sécurité au travail les plus strictes de l'industrie. Des équipements de protection de la plus haute qualité, des inspections quotidiennes obligatoires, une formation approfondie pour tous les travailleurs et un fonds d'urgence pour les familles de tout employé blessé au travail. « Quels sont les résultats ?» demanda Antoine, bien qu'il connût déjà la réponse grâce au rapport hebdomadaire. « 0 accident de travail sur tous nos chantiers au cours des 3 dernières semaines, rapporta Solange avec une fierté évidente. Les travailleurs disent qu'ils se sentent plus en sécurité et plus valorisés que jamais auparavant. Ah, et l'impact financier? Les coûts initiaux ont été importants, admit Solange. Mais les économies réalisées sur les assurances, les poursuites judiciaires et le temps perdu à cause des accidents compensent déjà l'investissement.
De plus, notre réputation d'entreprise responsable attire de meilleurs travailleurs et des contrats plus prestigieux. Antoine sourit en se souvenant qu'il pensait autrefois que la sécurité au travail était une dépense inutile qui réduisait les profits. Il comprenait maintenant que c'était un investissement dans des vies humaines qui s'avérait également être une excellente décision commerciale. « Solange », dit-il en fermant le dossier, « puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. As-tu parfois l'impression que Pierre serait fier de ce que nous avons accompli ?» Solange sourit avec cette sérénité qu'elle avait développée au cours des mois de guérison. « Chaque jour, surtout quand je vois d'autres travailleurs rentrer sains et saufs chez eux, sachant que leurs enfants ne vivront pas ce que les miens ont vécu. Et tes enfants? Comment s'adaptent-ils à tous ces changements? Théo est complètement guéri. Les médecins disent qu'il n'y a aucune trace de l'infection respiratoire, rapporta Solange avec une joie maternelle. Léa s'épanouit dans sa nouvelle école. Ses professeurs disent que c'est une enfant brillante et compatissante. Et Lucas? Qu'en est-il de Lucas? Lucas me surprend chaque jour, continua Solange avec fierté. Il a commencé à parler d'étudier le génie civil quand il sera grand. Il veut concevoir des bâtiments qui soient complètement sûrs pour tous les travailleurs. Sérieusement, il dit qu'il veut continuer le travail que son papa a commencé et que vous l'aidez à finir, expliqua Solange. Il veut que le nom Moreau soit synonyme de construction sûre. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. Le fils de Pierre n'avait pas seulement surmonté la tragédie, mais la transformait en inspiration pour consacrer sa vie à protéger les autres. Solange, dit-il finalement, je veux vous faire une proposition. Quel genre de proposition? Je veux créer un fonds de bourses universitaires au nom de Pierre Moreau, expliqua Antoine avec un enthousiasme croissant. Pour les enfants de travailleurs du bâtiment qui veulent étudier l'ingénierie, l'architecture ou toute carrière liée à l'amélioration de la sécurité de l'industrie. Vous parlez sérieusement? Complètement sérieusement. Et je veux que tu administres ce fonds, continua Antoine. Qui mieux que la veuve de Pierre pour décider quel jeune mérite l'opportunité de transformer les tragédies en solutions? Solange resta sans voix pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de ce qu'Antoine proposait. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda-t-elle finalement. « Cela signifie que Pierre Moreau deviendra une force pour le bien qui transcende sa propre mort, » répondit Antoine. « Cela signifie que son héritage sauvera des vies pendant des générations. »« J'accepte, » dit Solange d'une voix ferme et émue. « J'accepte de tout mon cœur et au nom de Pierre. » Ce soir-là, dans la maison qui regorgeait désormais de vie et de bonheur, les deux familles se réunirent à nouveau pour dîner. Mais cette fois, il y avait une tradition supplémentaire. À la fin du dîner, ils allumaient une bougie spéciale en l'honneur de Pierre Moreau. « Papa », dit Léa en s'adressant à la bougie comme si Pierre pouvait l'entendre. « Aujourd'hui, Monsieur Antoine nous a parlé des bourses qui vont aider d'autres enfants à étudier pour faire des travaux plus sûrs. Es-tu fier de nous ?» À ce moment-là, comme si l'univers voulait répondre à la question de la petite fille, une douce brise agita les rideaux de la fenêtre, faisant danser la flamme de la bougie d'une manière spéciale. « Papa est là », murmura Théo, avec cette certitude absolue des petits-enfants. Il nous dit qu'il est fier. Antoine observait cette scène et réalisait qu'il avait été témoin de la transformation la plus extraordinaire de sa vie. Une tragédie avait été transformée en rédemption, une injustice avait été transformée en justice, et une mort avait donné vie à un héritage qui protégerait d'innombrables familles futures. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable dans toute cette histoire ?» dit Antoine, en regardant tous les enfants présents. « Quoi ?» demandèrent-ils à l'unisson. « Que Pierre Moreau ne sera jamais seulement un nom sur une tombe, expliqua Antoine avec une émotion profonde. Ce sera le nom de bourses universitaires qui aideront les jeunes à étudier. Ce sera le nom de protocoles de sécurité qui sauveront des vies. Ce sera le nom que d'autres travailleurs se rappelleront en rentrant sains et saufs chez eux chaque soir. Et ce sera le nom que nous porterons avec fierté pour toujours, ajouta Lucas avec cette maturité qu'il avait développée à travers l'adversité transformée en but. Exactement, confirma Antoine. Pierre Moreau est devenu immortel, non pas parce qu'il est physiquement avec nous, mais parce que son amour, ses valeurs et son sacrifice continuent de rendre le monde meilleur chaque jour. À ce moment, avec deux familles unies autour d'une table, avec une bougie honorant la mémoire d'un homme bon et avec l'avenir brillant de promesses de vie sauvée et de rêves réalisés, tous comprirent qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. La mort de Pierre Moreau avait été une tragédie, mais son héritage était devenu la plus belle histoire de rédemption, d'amour et d'espoir que quiconque d'entre eux aurait pu imaginer. Et chaque fois qu'un travailleur rentrerait sain et sauf chez lui, chaque fois qu'un jeune recevrait une bourse pour étudier,
Chaque fois qu'une famille n'aurait pas à souffrir ce qu'a souffert la famille Moreau, Pierre Moreau continuerait à vivre parce que l'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme seulement en des formes de plus en plus belles de rendre le monde meilleur.